Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et députée des Yvelines. Une conférence de presse d'Olivier Véran, ministre de la Santé ce soir. Je ne sais pas s'il faut en attendre quelque chose, mais beaucoup de gens demandent de rouvrir au moins les théâtres et les cinémas. Déjà, il faut attendre un exercice de transparence, comme c'est le cas depuis le tout début de la crise, qui permet aussi de savoir exactement ce qui se passe dans notre pays, à On la voit où fois on en est. sur la... Non, mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait ce point d'étape qui soit Ouais. fait semaine après semaine, et même des chiffres quotidiens qui puissent être délivrés, à la fois sur la circulation du virus, sur la circulation des variants. Mais est-ce qu'il faut rouvrir les théâtres et les cinémas? C'est ça la question. Moi, j'espère qu'on puisse le faire le plus rapidement possible. Mais vous ne l'attendez Évidemment. pas spécialement ce soir. Vous le demandez pas? Je l'espère, D'accord. mais j'ai vu évidemment que beaucoup le demandaient. Je crois qu'à la fois, on a les acteurs du monde culturel qui le demandent parce que c'est leur métier aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas exercer puisqu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir de lien avec le public. Ils peuvent continuer à répéter, ils peuvent continuer à créer. Les tournages des films continuent dans notre pays. Par contre, ils ne peuvent plus avoir ce lien, évidemment, avec le public, et le numérique ne peut pas tout remplacer. Donc je comprends évidemment cette Mais là, demande. ce sont des élus qui le demandent. Et je comprends aussi la patience des publics eux-mêmes qui disent C'est on a les élus. besoin. Oui, non, mais quand ce sont les élus locaux, à quelques mois des élections régionales aussi, puisque ce sont beaucoup d'élus régionaux, on peut peut-être aussi y voir une volonté de polémique qui existerait. Vous savez, si on avait écouté certains élus locaux, pas tous, beaucoup sont très responsables. À Marseille, par exemple, on les expliquait que le virus marseillais n'était pas du tout le même que le virus parisien. On nous demandait de rouvrir les bars et les restaurants. Je ne suis pas certaine que la situation aurait été aussi contenue et maîtrisée qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. Donc il faudrait éviter l'excès de démagogie et ces demandes, je pense, ne sont pas forcément très pertinentes quand elles viennent des élus à quelques mois des élections. Voilà la réponse à la question qui était posée. L'Assemblée nationale a terminé, a voté même sur le projet de loi séparatisme, et un autre grand projet de loi va arriver, qui va occuper l'Assemblée à peu près tout le mois de mars, qui concerne le climat, un projet appelé Climat Résilience, qui fait suite à la Convention citoyenne. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais résilience, pourquoi? Je ne sais pas si vous La avez compris. résilience, vous. c'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire comment on fait en sorte que justement notre pays prenne les bonnes mesures aujourd'hui pour faire en sorte d'être résilient face, et bien malheureusement, au dérèglement climatique. Arrêter le dérèglement climatique, si on le peut. Et donc que vous En serez... tout cas, il y a une trajectoire carbone. L'objectif, c'est de Oui. dire il faut moins 40% d'émissions de CO2 D'ici d'ici 2030. 2030. C'est ça l'objectif, dans un souci de justice sociale, parce que l'idée n'est pas de venir casser l'attractivité de notre pays, l'emploi et l'emploi industriel en particulier. Donc vous serez rapporteur de ce projet de loi sur la partie consommation. Oui, la Voilà. consommation. Donc exactement. il y a beaucoup de mesures. Aucun écologiste ne trouve ce projet de loi à la hauteur des ambitions. Et l'objectif que vous avez décrit, 40% d'émissions de carbone de moins en 2030, il n'y croit pas. Il dit c'est beaucoup trop timide, c'est de la communication politique, ça ne s'incarnera pas dans la réalité. Déjà, vous voyez qu'en 2019, on a réussi de manière drastique à baisser nos émissions. Donc ça veut dire que c'est possible. Et c'était avant la crise sanitaire qui, évidemment, a eu des conséquences, malheureusement, mais conséquences aussi positives sur le climat. Mais 2019, on a réussi à être meilleur que la trajectoire carbone, justement, qui était demandée. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut Mais dire avec aussi, les mesures contenues dans le projet de loi, notamment avec les mesures qui sont contenues dans le projet de loi, c'est-à-dire ce comment on projet de change. loi est suffisant. Et je crois qu'il est déjà nécessaire. Et je crois qu'il vient compléter énormément de choses qui ont été faites. On oublie assez vite les victoires dans ce pays. On oublie assez vite que des projets qui étaient très contestés, comme Notre-Dame-des-Landes ou comme la fermeture de Fessenheim, ont été actés par ce gouvernement. Et je crois que c'était des signaux extrêmement clairs sur les engagements climatiques aussi qui sont les nôtres. Et je crois que les Français l'ont vu dans leur quotidien. Parce que quand vous devez mieux rénover votre logement, quand vous devez mieux isoler votre logement, quand vous devez changer votre chaudière et que vous n'en avez pas les moyens et que vous avez une prime, ma prime Rénov, qui vous permet de le faire, quand vous devez changer votre véhicule, mais que vous ne pouvez pas changer votre vieux véhicule diesel parce que tout simplement vous ne pouvez pas financièrement, c'est ça aussi faire entrer l'écologie dans le quotidien. Mais là, ce projet donner va les apporter moyens aux quoi? Français. Ce projet de loi, il vient Quelle est la renforcer... mesure qui vous paraît la plus importante ou les deux mesures qui vous paraissent importantes? Je crois qu'à la fois, toutes les mesures qui viennent lutter contre le gaspillage sont des mesures qui sont importantes parce que là encore, c'est des mesures qui, dans notre quotidien, nous empêchent malheureusement de lutter avec efficacité contre le dérèglement climatique. Et c'est tout ce qu'on vient faire. Les mesures aussi en matière d'éducation. On voit bien que c'est les plus jeunes aujourd'hui qui poussent souvent leurs parents à agir. Et
je crois que tout ce qui permet de le renforcer est une bonne chose. Les enjeux évidemment d'alimentation, les enjeux de santé environnementale, c'est tout ça aujourd'hui que va démontrer ce projet de loi. Il y aura dans ce projet de loi la création de zones de faible émission de CO2 dans les villes. C'est une manière de valider par exemple la politique d'Anne Hidalgo de restriction de la voiture dans Paris ? Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo, elle a repoussé en effet la voiture hors de Paris. Elle a créé aussi un certain nombre d'embouteillages dans Paris. C'est ce que vous allez faire avec le projet de loi. Non, c'est pas du tout la même chose. Déjà, parce qu'il y a ces projets-là. Zones de faible émission dans les villes. Ces projets-là, ils doivent d'abord exister dans la concertation, ce qui n'a pas été le cas. Ils doivent aussi exister sur les conséquences qu'ils peuvent emporter. Paris, c'est au cœur d'une région qui est la région Île-de-France. Et beaucoup de ceux qui aujourd'hui viennent à Paris n'y habitent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'ailleurs d'habiter à Paris. Ils viennent y travailler. Donc si vous êtes en permanence à tenter de reléguer la voiture, alors qu'il y a des gens qui de toute façon n'auront jamais d'autre choix, eh bien là pour le coup vous ne donnez pas envie d'être écolo. Mais vous donnez pas envie de je regrette Aurore Bergé, mais quand je lis créer des zones de faible émission de CO2 dans les villes, c'est restreindre la place de la voiture dans les villes. Mais c'est créer des alternatives aussi. C'est typiquement ce qu'elle a fait. Non, parce que la différence, c'est qu'elle n'a pas créé d'alternatives. Ils sont où les parkings aux abords de Paris pour permettre aux franciliens qui juste travaillent d'avoir les moyens de ne pas utiliser leur voiture dans Paris? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que les parkings qui existent, eux, dans les gares franciliennes, sont des parkings, par exemple, qui sont gratuits, qui font que vous n'avez pas à débourser 80 € supplémentaires par mois pour pouvoir garer votre voiture? Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez un réseau de transport qui est aussi au niveau? Tout n'est pas de la faute de la mairie, la région y a sa part, peut-être l'État. Non, mais tout le monde y a probablement sa part. Mais vous savez, moi je vois fleurir des propositions là aux abords des élections régionales, comme par exemple la question de la gratuité des transports en Île-de-France. Sauf que déjà, ça n'existe pas, la gratuité, elle est toujours payée par quelqu'un. C'est un principe assez basique, malheureusement. Et ensuite, aujourd'hui, à peu près 2% des habitants d'Île-de-France qui vous disent c'est à cause du prix que j'utilise ma voiture. Donc 98% d'entre eux le font pour d'autres motifs. Donc la question, c'est pas la question du coût. La question, c'est la question de l'efficience des transports publics. C'est ce qu'on fait notamment dans le plan de relance, parce qu'il y a ce qui se fera dans le projet de loi, aussi ce qui se fera dans le plan de relance, justement, sur les transports du quotidien. C'est ce qui se fait sur, justement, toute la place du vélo, là où c'est possible, évidemment. Donc il ne faut pas être dogmatique, il faut permettre de proposer des alternatives. Et c'est comme ça qu'on réduit la place de la voiture. Et c'est comme ça aussi que les gens ont envie d'être écologistes. Vous avez déjà la tête à la campagne des élections régionales, je vois. Ce projet de loi évoquera aussi la question de l'inscription, l'article 1 de la Constitution, de cette mention, la République garantit la préservation de la biodiversité de l'environnement. Vous souhaitez qu'il y ait un référendum sur cette question ou l'idée du référendum est écartée? C'est l'engagement qui a été pris. Moi, je souhaite évidemment qu'on puisse faire un référendum. Je pense que c'est essentiel que les Français se prononcent sur cette question. Un tiers des Français seraient intéressés par cette question, a dit un institut de sondage récemment. C'est-à-dire abstention probablement massive, parce qu'on ne voit pas pourquoi on serait contre. Donc c'est une manœuvre politique à un an de l'élection présidentielle. Écoutez, on verra. Moi, je vois d'autres sondages qui disaient, par exemple, que sur la question des vaccins, il y avait 2 tiers des Français qui ne voudraient pas être vaccinés. Non, mais je vous parle. J'ai l'impression que c'est très différent aujourd'hui. C'est un autre sondage. Oui, non, mais d'accord. Mais ça veut dire que peut-être que les choses vont aussi évoluer au fur et à mesure que ce débat il existera dans la société française. Comme tout le monde est pour la préservation de l'environnement, un référendum apparaîtrait comme une manœuvre politique. Ça ne vous a pas échappé. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de manœuvre politique à dire que c'est les Français qui vont décider d'un changement qui est majeur, qui est le changement de notre Constitution. Il me semble que ce n'est pas anecdotique de dire sur des changements qui concernent le cœur de ce qu'est notre Constitution, eh bien, puisque ce sera l'article 1er, vous l'avez dit, alors ce sont les Français qui vont se prononcer. Et après, est-ce qu'ils se mobiliseront ou pas? Ça, c'est à nous de faire en sorte qu'ils aient envie de venir voter sur une question qui me paraît essentielle. On ne peut pas nous interpeller en permanence sur cette question-là en nous disant « faites plus et démontrez-le ». Et quand on va jusqu'à, encore une fois, changer la Constitution, et ce n'est pas du tout anodin de dire que demain, sera consacré dès l'article 1er de la Constitution la garantie de la préservation de la biodiversité. Un référendum à 6 mois de l'élection présidentielle, évidemment, ça n'est jamais arrivé, et donc ça fera jaser. Fera jaser les esprits chagrins. Ça ne vous échappe pas. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, est sous le feu de beaucoup de critiques, notamment dans le monde universitaire, c'est son domaine. Elle dénonce l'islamo-gauchisme qui gangrène, c'est le verbe qu'elle a employé, l'université française. Gangréné, on en est à ce point-là en France? Mais je crois qu'il ne faut pas être aveugle sur ce qui se passe dans un certain nombre de nos universités françaises. Lesquelles?
Prenons un exemple, à l'université de Lille, quand il y a 3 ans, je crois, le président de l'université de Lille, par exemple, avait interdit finalement qu'il y ait une lecture du texte de Charb. Vous savez, cette lettre qu'il avait faite aux escrocs de l'islamophobie, pour reprendre ces termes. Est-ce que considère que c'est normal que le président de l'université interdise une telle lecture dans un lieu qui est un lieu normalement qui est le cœur de l'universalisme dans notre pays? Je crois que c'est un problème. Ça n'est pas le travail des chercheurs, ça c'est le président de l'université. C'est le climat dans une université. Non, mais le climat dans l'université, vous savez, quand vous organisez un colloque dans la vie quotidienne, c'est pas la même chose quand vous avez le symbole de le faire dans l'université. Parce que ce qu'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui des militants sur les sujets indigénistes, intersectionnels par exemple, cherchent, c'est la crédibilité scientifique que peut leur apporter l'université. Mais quand le gouvernement est juge de la crédibilité scientifique ? Non, le gouvernement n'est pas juge. C'est la raison pour laquelle elle a demandé d'ailleurs que les études scientifiques puissent objectiver ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent. On a aussi beaucoup d'universitaires qui dénoncent ce qui se passe, l'appel des 100 il y a quelque temps. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle décolonialisme.fr qui recense malheureusement un certain nombre de faits graves au sein de nos universités. Et moi, je pense que la ministre a raison de ne pas être aveugle à ce qui se passe. Parce que si elle l'était, vous seriez là à le lui reprocher. Mais l'université, ce sont des gens qui cherchent, qui travaillent, qui produisent de la matière intellectuelle. Et donc, cette matière intellectuelle, parce que dans les exemples que vous citez, il n'y a pas de production. Ce sont des débats politiques à l'intérieur des universités. Ou plutôt la censure de débats qui devraient pouvoir exister. Oui, mais ça, ce sont des débats. Il y en a tout le temps eu. Le débat, c'est de la parlotte. Vous trouvez... Dans les écrits... C'est pas... Je suis désolée. Dans les écrits, non, mais je suis désolée là-dessus. Ni la ministre de l'Enseignement supérieur, ni personne n'a mentionné des unités de recherche qui seraient gangrénées par l'islamo-gauchisme, qui n'est pas facile à définir non plus. 2 points. Oui. Déjà, c'est pas de la parlotte ce qui se passe dans les universités françaises. Non, mais le débat, ça n'engage pas l'université. Non. Si, ça engage parce que c'est au sein de l'université qu'on choisit d'accueillir ou de ne pas accueillir, de censurer ou de donner la parole. Donc, c'est évidemment un cadre non seulement prestigieux, mais encore une fois, un cadre scientifique qui vient donner une crédibilité scientifique à ce que vous organisez. Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre? Il faut le poursuivre, le type, il faut le poursuivre. Non seulement il doit être poursuivi... que fait le ministre de l'Intérieur? mais je crois qu'il fait tout à fait son travail, notamment sur la lutte contre l'islamisme. Ça résoudrait le problème. Notamment sur la lutte contre l'islamisme, on ne peut pas dire que c'est de la parlotte. Ce qui se passe, encore une fois, l'université, elle est évidemment et par nature perméable à ce qui se passe dans la société. Et dans notre société, nous avons un certain nombre de théories qui sont des théories militantes, ce que je vous disais, sur le décolonialisme, sur l'indigénisme, sur l'intersectionnalité. La question, c'est est-ce que ça doit rester des théories militantes ou est-ce que ce sont des théories qui doivent être appuyées sur ce qui est une recherche et une crédibilité scientifique? La force de l'université, c'est un principe très simple et essentiel. Ce qui compte à l'université, c'est ce que je sais, pas ce que je suis. C'est le savoir que je peux délivrer ou que je peux apprendre. C'est pas le fait de savoir si moi, je suis une femme ou un homme. Quelle est ma couleur de peau? Quelle est mon orientation sexuelle? Ça, c'est le débat, ça. Voilà. Non, c'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est essentiel comme principe universaliste et républicain à réaffirmer à l'université. C'est ça qui est dit. C'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est un point de vue intellectuel. Non. La lecture de la société passe par d'autres cadres que ceux qui peuvent vous plaire, mais ça, c'est le débat. Moi, la question, elle n'est pas est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me déplaît. La question, elle est que certains, aujourd'hui, cherchent à instrumentaliser notre université pour qu'elle donne un crédit scientifique à des théories militantes. En tout cas, vous aurez noté... C'est ça qui ne doit pas pouvoir exister. C'est pour ça qu'il faut aussi objectiver ce qui se passe. Vous aurez noté la critique des présidents de l'université qui ne doivent pas être conscients de l'islamo-gauchisme qui gangrène les lieux qu'ils dirigent. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre d'universitaires qui eux-mêmes alertent au quotidien sur ce qui se passe. Je vous parle des présidents d'université. Oui, mais je vous en ai cité un qui, par exemple, interdisait la lecture de Charb. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi un bon exemple. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire ce qui doit être étudié ou ce qui ne doit pas être étudié. C'est un peu ça. Non, absolument pas. Il y a une totale liberté des enseignants-chercheurs qui a été rappelée par la ministre et par le président de l'université et par le président de la République. D'ailleurs, la ministre n'a jamais dit « j'interdis évidemment telle ou telle production intellectuelle ». Je veux une enquête.
Elle veut une Parce étude que- scientifique, une étude scientifique. Parce que l'université est faite par gangrénée, le dit-elle. CNRS. Parce que, de fait, on ne peut pas rester aveugle à ce qui se passe. Vous savez, c'est Une la même chose dernière avec ceux qui question. sont aveugles avec ce qui se passe à Trappes. Malheureusement, moi je suis élue des Yvelines. Je vois ce qui se passe dans mon département, malheureusement, qui a connu quand même il y a quelques semaines à peine la décapitation d'un enseignant. On a un autre enseignant qui est menacé de mort à Trappes. Donc on peut en permanence rester aveugle à ce qui se passe dans la société, ou alors on peut affronter ce qui se passe dans la société et essayer de redonner un cadre universaliste et républicain. L'université française est gangrénée, on verra bien ce que diront les enquêtes dont on ne sait pas qui va les mener. Une dernière question, Aurore Berger, puisque l'Assemblée nationale travaille, mais il y a beaucoup de projets de loi. Pensez-vous qu'avant le mois de juin, vous étudierez, le souhaitez-vous, un projet de loi instaurant le système proportionnel pour l'élection des députés? Je ne sais pas. Vous le Pour être souhaitez? très honnête, moi je souhaite qu'on puisse aller au bout de ce qu'on avait promis lors de la campagne présidentielle, qui était une dose de proportionnelle, qui était aussi corrélée à une réforme constitutionnelle majeure, réduction du Mais nombre de maintenant, parlementaires. ça, c'est pas possible. Donc, que les prochains députés soient élus au moins une dose à la proportionnelle. Nous, c'est votre l'engagement qu'on avait pris. Si ça peut être tenu, je crois que ce serait une bonne chose que ce le soit. Merci, Aurore Berger, d'avoir Merci à vous. accepté l'invitation d'Elsie. Et maintenant, ça donne le temps avec ça.